Wandia, take a Wandia, Wandia, take a Wandia. La fameuse scène. Cheikh en tant que personne, c'est quelqu'un qui est disons, inestimable en tant que valeur humaine parce que c'est vraiment quelqu'un qui est fidèle en amitié. Il est un grand acteur et il devient un grand réalisateur. Un créateur. Le cinéma guinéen, c'est tout le monde ne voit que Cheikh Doucouré. Il est chaleureux, il est proche des gens, il est très simple. Il est très à l'écoute de tout le monde. Non, il est très à l'écoute de tout le monde. Ses défauts, c'est son talent. Il est trop talentueux. Cheikh Doucouré. Je vous demande une ovation particulière pour Cheikh Doucouré. Merci, merci beaucoup. Alors, Cheikh est honoré ce soir et lui sera remis la licorne. Voilà, au nom du festival, Sylviane et moi, on te remet la licorne d'or pour l'ensemble de ta carrière. Merci Cheikh. C'est un très grand honneur. J'ai eu des prix, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu ce prix avec autant de joie, avec autant d'émotion. Parce que c'est vrai qu'Amiens m'a toujours adopté et que je suis devenu complètement un enfant d'Amiens. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et recevoir un tel prix à Amiens, c'est plus que tous les prix que j'ai pu avoir. C'est un hommage non seulement mérité, mais je pense que vraiment l'Afrique, l'Europe, le monde aujourd'hui doit beaucoup à Cheikh Doucouré en tant que cinéaste. Et je pense que c'est vraiment un moment important qu'Amiens soit le premier à rendre hommage à Cheikh Doucouré, parce que je pense que ce n'est pas le premier ni le dernier hommage qui sera rendu à Cheikh. Cheikh Doucouré est un conteur, un homme de talent qui adore, qui jouit même à faire passer des récits qui viennent de la vie de tous les jours, de la vie des autres et un peu aussi de la sienne propre. Cheikh Doucouré voit le jour en 1943 à Cancun, en Guinée. Son père ne se doute pas que son fils est surtout fasciné par les films qui passent dans le seul cinéma de la ville. Après un périple semé d'embûches, Cheikh Doucouré arrive en 1964 à Paris, avec 50 centimes en poche. Une vie pénible qui bascule le jour où il s'arrête devant une affiche du métro qui vante les cours d'art dramatique de Madame Prévost. C'est le déclic. Désormais, rien n'arrête Cheikh Doucouré. Après le cours Simon et le Conservatoire national d'art dramatique de la rue Blanche, il monte pour la première fois sur les planches et interprète un rôle dans L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau en 1969. Cheikh Doucouré va enchaîner les rôles au théâtre avec des metteurs en scène de renom, comme par exemple Robert Hossein dans Les Brumes de Manchester et L'Affaire du courrier de l'Est. Une époque où il est également très demandé au cinéma puisqu'il va jouer dans les films de Jean-Pierre Mocky, Michel Audiard, Claude Zidi, Pascal Thomas, Rachid Boucharel et Georges Laudner, qui lui réserve un rôle aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel. Cheikh Doucouré est un artiste qui a les pieds sur terre. On l'a vu aussi dans le théâtre, on l'a vu aussi depuis
dans l'écriture de scénario, toujours sur un thème qui se rapproche de l'immigration. Tous ces problèmes d'immigration, puis son observation aussi de la société, de la politique, de la vie quotidienne, etc. Je veux dire, elle est présente dans ces films, justement sans qu'il y ait, j'allais dire, de manichéisme ou de caricature. Non, je pense que c'est vraiment une observation très fine du quotidien, tel qu'il est. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est proche d'une espèce de réalisme fictionnel, quoi. Donc c'est pour ça que ces films sont aussi intéressants du point de vue des histoires qu'elles racontent, quoi, parce qu'il n'y a pas de manichéisme. On peut dire de Bako, l'autre rive, que c'est littéralement la vie de Cheikh Doucouré, c'est le voyage qu'il a fait. Pour arriver en France, Cheikh, en tout cas la première fois où il est venu, il est entré de manière clandestine. Et il a mené un long voyage qui, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord par l'Espagne, l'a amené jusqu'à Paris, l'a amené dans ce pays où il fait si froid et dans ce pays où le personnage principal va trouver son destin. Et sans raconter le film Bako, on peut dire qu'il va au bout de son destin et au bout de sa vie, et il pose clairement déjà le destin de nombre de migrants qu'aujourd'hui on appelle les sans-papiers. Toi, ton nom, tes papiers. Boubacar Sako, il ne parle pas français. Boubacar Sako, comment voilà? Il y a quelqu'un qui puisse payer pour toi à Paris? Ben, il a son frère à Paris, Samba Sako. Et à quel adresse les papiers maintenant? Boïkadama. C'est bon, je le connais. Oh, quand il croquait donc, quand il s'en va donc. Samba Bey. Aba Nina. Nina ke. Samba Nina. Ah, Nema Fiana Kaba Nina. Oui, ça va, oui. Et Bako, l'autre rive, qui est un film assez fondamental dans ce qui touche à l'histoire de l'immigration. Bako, l'autre rive, film des années 70, dont la structure du récit nous rappelle des réalités que l'on voit aujourd'hui, avec notamment le voyage des immigrés d'Afrique de l'Ouest, le passage par le Niger, le passage vers le Maroc et l'embarcation sur des barques clandestines qui vont jusqu'en Espagne. Donc Bako, ça signifie effectivement l'autre rive, l'autre côté de l'océan. Boubacar. Kamara. Boubacar, Krafamaï. Kamara. Iya. Mbia. Iya ke? Iya. Advoco que c'est la France. À travers ce film, dont on ne rappellera jamais assez l'étonnante actualité, Cheikh Doucouré faisait une entrée fort remarquée, dans l'univers du cinéma. Parce que c'est un cinéma engagé, même s'il n'est pas engagé au sens politique du terme ou militant du terme, bien sûr, ça a un impact sur effectivement les problèmes de l'immigration, les problèmes d'insertion, mais en même temps aussi, c'est bien dit tout à l'heure, c'est un caractère tout à fait universel. Souvent, les cinéastes africains filment des histoires traditionnelles, qui font appel aux contes, aux légendes. Cheikh, lui, j'ai l'impression qu'il filme la réalité aujourd'hui, le quotidien, sans avoir à faire
à faire des espèces de paraboles, quoi. Je veux dire, son cinéma, c'est pas un cinéma parabolique, c'est vraiment un cinéma du quotidien, mais du réel. En 1958, on a passé le certificat d'études et puis l'entrée en 6e. Mais on n'avait pas une conscience aiguë de ce que nous allions faire plus tard. On se laissait aller parce que nous étions juste des ados, des gamins, nous avions 12 ans, 11, 12, 13 ans. Ce que je retiens en tout cas, c'est qu'il était très bon, il était très brillant. Il était très bien, en français surtout. Il était turbulent, il était très éveillé, très en avance sur les gamins de son âge. En 1943, c'est vrai qu'il se décidait beaucoup de choses au niveau de la colonisation. Et nous étions quand même en pleine Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et puis donc, les Africains ils se posaient énormément de questions, puisque c'était à l'époque où beaucoup de tirailleurs français continuaient à venir, enfin africains continuaient à venir en France. Vous voyez, le lapsus, tirailleurs français. Bon, c'est parce qu'on leur disait qu'ils étaient français, qu'ils venaient pour défendre la liberté en France. Et moi, je suis né dans cette pleine guerre. Il y avait quelques fonctionnaires qui envoyaient leurs enfants en France à l'époque. Et quand ces enfants-là, ces élèves étudiants revenaient en vacances et tout ça, et un peu, ils étaient l'objet de beaucoup d'admiration. Donc, je suis sûr que partir à la découverte d'horizons meilleurs, ça a dû commencer à cette époque-là. L'initiation, c'était de se faire photographier devant la Tour Eiffel. Et ça se passait dans les années 60. Donc, vous voyez, parce que les Africains ayant acquis cette culture française, s'étaient un peu écartés de leur éducation, qui était l'initiation africaine, qui était qu'on partait dans la brousse, on était initié pendant des mois avant de revenir dans les villages ou dans les villes. Et on a perdu tout cela parce qu'il y a eu une espèce de culture universelle qui nous a privés de cela. Et nous, cette culture, cette initiation, c'était de pouvoir braver ce voyage qui était terrible entre l'Afrique et la France, dans des conditions absolument épouvantables. À cette époque, ce n'était même pas un problème d'économie, c'était de se lancer des défis pour arriver à Paris, pour dire, bon ben, j'y suis arrivé. Et bon, bah, après, il y a eu maintenant l'immigration économique dont on connaît les conséquences aujourd'hui. Tu n'as pas honte de traîner comme ça dehors, hein? Et qui garde la boutique? Moi, je vous connais pas. Bon. Il veut rester ici. Vas-y, ne t'inquiète pas pour moi, petit frère. Et je te préviens, ça sera retenu sur ta paye, hein? Ça t'apprendra à faire l'imbécile. Mon grand frère, vous pouvez libérer mon grand frère? Mais depuis quand t'as un grand frère, toi, hein? Il est ici? Oui. C'est moi, monsieur. Toi, tu es la grande sœur, c'est moi le grand frère. J'arrive tout de suite, petit frère. Vous avez un petit acteur absolument fabuleux. Merci. Extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant comme footballeur ou comme acteur, mais enfin bon, il est extraordinaire. Et puis il y a une chose que je trouve très frappante dans le film, c'est les deux logiques qui s'opposent à propos de cet enfant. Celle de la femme, Médecins sans frontières, et celle de la famille. Et je crois que vous avez là montré un certain nombre de problèmes qui se posent notamment en Afrique, enfin principalement en Afrique, avec tous les rêves qui sont portés par le football et les espoirs de toute une communauté qui sont portés par cet enfant. Et il a une responsabilité énorme sur ses petites épaules. Et en même temps, quelque part, on lui vole son enfance. Absolument. Mais oui, à travers ce film, je montre aussi un peu la famille africaine telle qu'elle est, dans toute sa complexité. L'espoir sur cet enfant
Et en même temps aussi la polygamie, parce qu'on parle toujours qu'il y a l'entente, mais on se rend compte que ça crée des problèmes aussi entre les femmes et que ça rejaillit aussi quelquefois sur les enfants. Donc cet enfant a trop de responsabilités qu'il n'assume pas et qu'il a du mal à assumer. Le Ballon d'Or, qui est aussi, voilà, qui est un film sur le sport et aussi sur l'arrachement toujours d'un enfant à sa culture, qui est ce petit Bandien qui malgré lui devient monnaie d'échange pour avoir de l'argent qu'on envoie en France pour jouer dans une équipe de foot. À l'âge de 10 ans, j'ai lu L'Enfant Noir et l'enfant Aboubacar Sidiki Souma, donc dans le Ballon d'Or, correspondait à l'image en fait que j'avais de l'Enfant Noir. J'en ai entendu parler, je devais avoir une quinzaine d'années. Ça me paraissait très loin, la Guinée, mais c'est vrai que c'était un film qui m'avait donné envie non seulement d'aller en Guinée, mais surtout d'aller en Afrique. Et vite, dépêche-toi. La location de la charrette. Peux-tu nous donner prix et faire tes impressions? Je veux être un grand footballeur. Le sport le plus pratiqué dans les pays en voie de développement, c'est le foot. Et c'est un sport aussi de responsabilité. Si je dis responsabilité, il n'y a pas un seul joueur qui prend le ballon du bout d'un terrain jusqu'à l'autre pour marquer le but. Il faut qu'il soit aidé. C'est pour ça que nous avons les avant-centres, on a les ailiers, on a les défenseurs, et il y a l'arbitre qui chapeaute tout le monde, qui dit bon ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est comme dans la vie, et la famille africaine aussi, il y a le père, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les tantes, chacun a un rôle à jouer. Et quand on dépasse ce rôle, on vous fait savoir que vous êtes allé trop loin. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un foot qui ressemble aussi à cette vie africaine où on peut aussi agir selon ses moyens, que ce soit riche ou pauvre. On est au bureau des contrôles des passeports dans Paris selon Moussa et cette scène a été tournée ici. Et c'est le départ de Moussa pour la Guinée avec sa motopompe. Monsieur, ça pue, non, non. Mais c'est du poisson. Mais c'est du poisson. Du poisson fumé. Il y a ton poisson ici. C'est du poisson. Paris selon Moussa, c'est cet homme africain qui est bien installé chez lui avec ses femmes, ses enfants, qui arrive pour acheter une motopompe, qui rencontre justement les immigrés des années 60, ceux de Bako, et qui leur dit, mais écoutez, bon, ça va, ça suffit maintenant, vous avez fait votre temps, vous avez travaillé pendant 40 ans en France, voire plus, et maintenant, retournez, donnez aussi ce que vous avez appris ici, même si ce n'est pas grand-chose, mais vous avez quand même un savoir-faire. Je crois que moi, j'ai été conditionné par cette immigration, et tout mon cinéma est conditionné par l'immigration. C'est un cinéaste
que je trouve contestataire par rapport au milieu guinéen. Il a toujours posé un regard très lucide sur les réalités guinéennes et il sait les décrire avec facilité. Enfin, je sais pas, ça paraît facile quand on voit ces films. On pourrait peut-être faire partie des héritiers de Sam Ben Ousmane dans les choses du quotidien qu'il raconte, dans le ton libre, le ton de liberté, aussi une espèce de positionnement sur pourquoi pas le rôle des femmes ou des choses comme ça, quoi, des choses qu'il dit avec beaucoup de simplicité. Ça a été pour moi la découverte du cinéma africain, et donc de l'Afrique en même temps, puisque j'étais jamais allé en Afrique avant d'avoir vu les films de Cheikh Doucouré, et en tout cas son film, et j'ai eu beaucoup d'émotions à sortir en fin de compte du film documentaire qu'on voyait dans ces parties de ces années-là, donc dans les années 80, et d'avoir un film de fiction sur l'Afrique, ça m'a beaucoup ému, et en même temps c'était la première fois qu'à Amiens on passait un film africain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Ce fou me menace de mort. Le marchand est un voleur et on le laisse faire. Silence, ici c'est moi qui fais respecter l'ordre public. L'ordre public, c'est aussi les poids et les mesures. Silence! J'aime bien quand il est acteur dans les propres films qu'il réalise, donc voilà, non, j'ai pas de Cheikh, je l'aime tout court, donc acteur ou réalisateur, peu importe. Il est un grand acteur et il devient un grand réalisateur, et l'un et l'autre sont tout à fait compatibles. Je trouve qu'il est très touchant en tant que comédien. Personnellement, quand je l'ai connu, j'ignorais qu'il était comédien. Il a une grande patience avec les gens avec lesquels il travaille. Il a une direction d'acteur qui est vraiment celle, j'allais dire, d'un acteur, parce que je crois que comme c'est un métier qu'il connaît bien, il est d'autant plus à l'aise pour ensuite diriger les comédiens, d'autant que la plupart du temps, il est aussi comédien lui-même. Mais Cheikh, il a ce talent-là de faire de quelqu'un un comédien, parce qu'il aime bien les bosseurs. Et il essaye de comprendre aussi pourquoi tu es de telle humeur, et voilà, il essaie de te comprendre, il essaie de t'amener, de te faire en fait ce qu'il veut, tout en se soumettant ou bien tout en te dirigeant, en essayant d'être avec toi, mais il te pousse à faire ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. En tant que personne, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux, qui est prêt à de multiples expériences, qui est toujours ouvert, surtout aux jeunes, et qui est prêt à transmettre aux jeunes, effectivement, ce qu'il sait, ce qu'il pense savoir, ce qu'il faudrait faire. Enfin, c'est un grand animateur, voilà, auprès des jeunes. En tout cas, c'est un homme vraiment battant, parce qu'il a traversé pas mal d'épreuves. Donc, en tout cas, il vous donne l'envie de continuer, même s'il y a des difficultés. Il vous donne surtout l'espoir de ne rien lâcher. Tant qu'on a quelque chose de positif à faire, il faut toujours aller de l'avant malgré les difficultés, malgré les embûches. Il faut toujours espérer. C'est quelqu'un qui travaille de façon très opiniâtre, très douce, mais en même temps têtue et très comment dire, concentrée. Et en plus, moi je me demandais ses défauts, j'en connais pas, j'en vois pas. C'est quelqu'un de très généreux surtout. Je me souviens que j'avais
un rôle assez fatigant et j'avais une vague tendance à lui prendre sa loge parce qu'il avait un lit. Et jamais il m'a fait de remarques et c'était toujours un rapport de camaraderie formidable. C'est quelqu'un, et je pense qu'on le ressent aisément dans ses films, c'est quelqu'un de très humain, qui arrive à avoir une relation privilégiée très facilement avec toutes les personnes qu'il rencontre. Et je trouve que c'est ce qui est beau chez lui. Il est abordable, c'est quelqu'un d'ouvert, et c'est vraiment quelqu'un qui a un gros cœur. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir cette mentalité-là, surtout quand on est un Africain hors de son pays, et de voir que justement des personnes comme Cheikh se battent pour leur pays alors qu'ils n'y vivent plus. Je dirais que la plus belle chose chez lui, c'est son humanité. C'est quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut donner son avis sans qu'il en prenne ombrage sur les choses qu'il fait, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est une de ses qualités de savoir écouter et savoir entendre surtout, parce que quelquefois c'est pas la même chose. Il y a des gens qui savent écouter mais qui ne prennent absolument pas, qui ne font pas cas de ce qu'on peut leur dire. Or, Cheikh, lui, il sait écouter, il sait entendre. Je ne l'ai jamais vu prendre la grosse tête. Je ne l'ai jamais vu élever un mot au-dessus d'un autre. Et ça, malgré son parcours, malgré le succès qu'il a, malgré tout ce qu'il a réalisé, il reste accessible à tout et à tous. C'est un homme qui est en paix avec lui-même. Et ça, c'est très très important. Il a fait quelque chose pour son continent. Il a mis le doigt là où ça fait mal. Il a délivré des messages. Mais il est juste un homme avec ses grandeurs et ses faiblesses, avec ses espoirs et ses tourments. J'espère que bientôt on aura la bonne nouvelle de savoir qu'il est en tournage. Surtout, Cheikh, continue à faire des films et surtout ne t'arrête pas, mets toute ta force, toute ton énergie, tout ce que tu sais donner aujourd'hui au cinéma et disons au monde, à l'ensemble des gens et à l'ensemble des populations, qui permettra en fin de compte de continuer ce travail formidable que tu as fait pour tout le monde et une œuvre cinématographique extraordinaire. Et je crois d'ailleurs qu'il a un projet d'aller monter, peut-être pas une école de cinéma, mais en tout cas une structure pour éventuellement faire profiter les jeunes de son expérience. Il y a une école de cinéma qui est en Guinée, qui est à Dubreka. Moi, quand je suis allé il y a quelque temps, j'ai été visiter cette école et je me suis dit que oui, moi j'ai maintenant envie, chaque fois que je fais un film, puisque bon, je ne vais pas maintenant baisser la caméra comme on dit, je vais toujours continuer à faire des films. Et quand je serai là, je pars avec des techniciens français qui travaillent sur mes films. En même temps, je prends des stagiaires ou même des assistants dans ces écoles-là qui peuvent travailler avec eux. Et c'est une façon pour moi de leur apporter aussi et mon savoir et du savoir-faire aussi des autres. Et quand je n'aurai plus cette force, quand j'aurai baissé la caméra, comme on dit, je deviendrai aussi le sage qui peut aussi leur donner des cours de théâtre, puisque j'ai commencé par le théâtre. Je ferai une formation de comédien avec eux jusqu'au moment où je ne pourrai plus. One day,